Pour exécuter l'ostéotomie scapulaire métatarsienne, il faut faire une incision sur le bord interne du pied, incision qui doit être assez basse, c'est-à-dire en dessous du métatarsien, pour éviter une cicatrice kéloïde à la partie proximale de l'incision. Incision qui va être prolongée sur la phalange s'il est nécessaire de faire un geste à ce niveau, ou qui peut s'arrêter à ce niveau. C'est une incision franche de l'élément cutané jusqu'à la loge musculaire sans l'ouvrir. L'hémostase est bien entendu faite au fur et à mesure. Décollement de la peau dorsale de manière à pouvoir exécuter la résection capsulaire ultérieure. Décollement progressif afin de ne pas faire de lésion du nerf collatéral dorsal. Le repère étant de passer en dessous du plan veineux, ce qui permet de respecter le nerf que vous apercevez à ce niveau. Le dégagement est uniquement en regard de l'articulation métatarso-phalangienne, suffisante pour après faire la résection capsulaire. Du point de vue plantaire, petit décollement cutané uniquement pour passer les points de la capsulographie interne. Le décollement à ce niveau, lorsqu'on fait une incision assez plantaire, est quand même relativement important. Naturellement, l'hémostase aurait dû être faite au fur et à mesure. Vous voyez ici le collatéral dorsal qui est récliné avec la veine. L'abord du métatarsien va se faire au niveau de la partie saillante, que la crête que l'on repère ici, au-dessus de l'insertion musculaire, afin de garder le plus possible de connexion plantaire. Incision du périoste, incision de la capsule en continuité. Décollement de la capsule. Cette partie périostée peut être réclinée à l'origine, ce qui permet un dégagement de qualité satisfaisante en regard de la diaphyse. Au niveau de l'épiphyse, le décollement est fait au bistouri. La section de tous les éléments permettant l'ostéotomie et l'ostéosynthèse ultérieure. La capsule plantaire doit être libérée avec économie afin de préserver le pédicule vasculaire, et donc la limite de décollement capsulaire se situe au ras de la partie saillante, appelée exostose. Voilà, vous voyez ici un petit peu un élément vasculaire, et vous apercevez là l'artère qui va nourrir la tête, qui est située à ce niveau-là que vous voyez en vert ici. Le dernier élément pour dégager le métatarsien est cette incision plantaire qui va permettre de mettre un écarteur et passer la lame de scie. Donc incision qui est modérée quand on a une petite lame de scie, ici qu'on va faire un petit peu plus grande parce que la lame de scie est un petit peu plus importante. Le temps de libération articulaire est un élément important. Dans les déviations modérées, c'est-à-dire la luxe valgus de l'ordre de 20 degrés avec métatarsus varus de 12 degrés de la femme jeune, il suffit de faire une incision au-dessus du sésamoïde externe par le voie endo-articulaire. Vous voyez qu'ici on voit très peu. Pour obtenir une vision meilleure, on incise un peu plus la capsule et on détache un tout petit peu d'un
Donc avec la flexion et la rotation de l'orteil, on arrive à voir le sésamoïde externe. Ceci dans les petites déviations. Lors des déviations beaucoup plus importantes, il n'y a pas de possibilité de faire une correction complète par cette incision, dans la mesure où la libération sera toujours insuffisante. Dans ce cas, je passe par voie dorsale. L'incision du ligament sésamoïdo-métacarpien externe. Et la libération va se faire au-dessus du sésamoïde externe, mais par ce versant de l'articulation. La section au-dessus du sésamoïde externe. Et d'autre part, vous vérifiez la possibilité de correction. La correction est encore incomplète. Un écarteur ici. Donc ce sont des temps successifs. Ensuite, on peut au ras de, ici vous avez un pied bien souple et vous allez bien voir, au ras de la phalange, sectionner l'insertion de l'abducteur. Vous testez, c'est un geste qui doit être modéré et incomplet. La correction est meilleure. Si c'est encore insuffisant, vous faites une fragilisation de la capsule en avant du sésamoïde externe et vous ne sectionnez que la capsule et pas le tendon. Et par un mouvement un peu forcé, vous testez la correction, vous vérifiez qu'il y a une petite distraction articulaire possible. Là, ici, avec la rigidité cadavérique, on ne l'obtient pas, mais la correction a été obtenue du point de vue passif. On réalise ensuite la section de la partie saillante. Résection tout à fait classique. Alors, ce dégagement aussi important n'est nécessaire que dans les déformations majeures. Dans les déformations moins importantes, il n'est pas nécessaire de passer par voie externe pour faire la libération articulaire. Section tout à fait classique et économique de l'exostose, toujours en deçà du sillon. Et ensuite, on va réaliser l'ostéotomie du métatarsien lui-même. Donc, à la scie oscillante, les repères sont relativement aisés. Il suffit de mettre un écarteur dorsal et un écarteur plantaire dans l'incision que l'on a fait à ce niveau. La tenue de l'écarteur est importante. Il faut le mettre comme ça et oblique qui permettra de faire l'ostéotomie dans ce sens-là. Vous voyez que la vascularisation se situe à ce niveau-là du fait de l'injection. Élément important, on suit donc la partie saillante du métatarsien, 2 tiers, 1 tiers, donc on se retrouve à ce niveau ici. Fait important, le trait d'ostéotomie n'est pas perpendiculaire au métatarsien, mais va être oblique pour avoir un léger effet d'abaissement au niveau du métatarsien. La première corticale est faite. On va faire la deuxième corticale. Le trait oblique postérieur. Alors avec une lame plus courte, il faut éviter de déraper ici, sinon il y a un risque de fracture post-opératoire. Voilà, les traits d'ostéotomie sont effectués. Habituellement, la libération se fait complètement.
Sinon, avec une lame fine, on complète un éventuel trait de stéatomie qui n'aurait pas été tout à fait terminé. Ce qui est le cas au niveau de la corticale opposée. Donc vous avez un fragment entièrement libre et vous pouvez faire une translation du fragment soit plus en arrière, soit plus en avant selon le type de déformation que vous allez vouloir corriger. Là on effectue une traction sur ce fragment, on pousse cet autre fragment et vous avez la translation qui est obtenue et que vous allez fixer avec deux vis. Et il est très ostéoporotique et là c'est fragile. Je ne mets habituellement pas d'avier, mais simplement une pince, généralement ou une museuse ou une ombre d'âne, qui va maintenir le temps du vissage, la translation. Ici je vais vous mettre simplement, et vous avez un élément stable, sans avoir à mettre un d'avier en dessous, donc sans nuire aux insertions. La fixation va se faire par deux vis. Alors ce sont des vis de 2/7, celles que j'emploie habituellement. Il existe également des vis spéciales qui sont les vis de Barouk, qui sont des vis perforées parce que la difficulté parfois est de retrouver le trajet de la corticale inférieure. Bien entendu, il faut mesurer la vis, mais là, la longueur est parfaite. Il y a même une très légère tenue. Pas si bonne que ça, vu les corticales extrêmement fines de ce pied. Alors pour retrouver facilement votre trajet, il faut toujours remettre le mesureur avant d'introduire la vis afin de retrouver le trou inférieur qui est parfois le problème. Et ce qui est effectivement le problème ici. Voilà, la translation qui est obtenue. Ici, ce sera une correction pour hallux valgus congénital, car la translation est plus importante en arrière qu'en avant, ce qui réoriente la tête. Le dernier élément est la résection de la partie saillante du fragment supérieur, afin de faire un bord net. L'intervention va se terminer par la résection capsulaire dorsale. Tourne un peu.
voyez qu'il faut avoir dégagé assez loin parce que la résection capsulaire n'est pas négligeable. Je corrige la leçon, merci. On met le pied en position de correction. La résection de la capsule. Et la capsulographie interne qui commence par un point en X. Il faut bien rechausser la phalange. Sans prendre un nerf collatéral, bien entendu. Pour serrer le nœud, on met une éventuelle légère hypercorrection. Et le reste de la suture capsulaire, habituellement, cette suture se fait au fil résorbable afin d'éviter les éventuelles saillies de nœuds sous la peau. Les structures sont un peu fragiles sur ce pied cadavérique. Et d'autres points continue la fermeture. Après avoir fait une bonne fermeture capsulaire, il ne reste plus qu'à faire la fermeture cutanée avec éventuellement résection de l'excès cutané pour obtenir une correction tout à fait satisfaisante au niveau de cet hallux valgus. Ici, normocorrection, pas d'hypercorrection, il n'y a pas de risque d'hallux varus. Dans la mesure où on fait comme pour l'incision du premier, une incision directe au niveau du 5e métatarsien. La résection de la tête du métatarsien n'est pas indispensable. Ici, on n'a pas besoin de faire de décollement cutané dans la mesure où il n'y aura pas d'ostéosynthèse. Donc, c'est l'abord direct de l'os avec ouverture de la capsule à ce niveau pour une éventuelle résection osseuse. Le dégagement au niveau du 5e métatarsien. Vous suivez le corps musculaire qui va être récliné. Vous dégagez un petit peu en avant pour passer la lame de scie pour le trait antérieur. Donc l'ouverture de la capsule qui permet de resséquer une saillie si elle est particulièrement importante. Vous avez l'écart là, vous avez l'os ici. Le dégagement un petit peu en arrière qui va faire la partie postérieure du trait. Donc je vais vous faire ce trait avec cette lame de scie peut-être un peu grosse. Là le dégagement est tout à fait suffisant, vous avez besoin de rien faire de plus pour obtenir une vue suffisante. Simplement les mêmes repères que de l'autre côté. Vous avez le haut du métatarsien ici, la base ici, le trait est à ce niveau, à la partie basse, toujours 2 tiers, 1 tiers pour en avant. Pour les la partie intérieure. Je vais calculer devant.
J'allonge un peu mon trait horizontal. Là, vous faites une distraction et une oppression à ce niveau. Là, ce sont les parties molles un peu rigidifiées de la commissure qui gênent un peu le déplacement. On va un peu les libérer. Voilà, vous avez le déplacement inverse, là, tout est libre. Donc, la simple pression suffit pour obtenir la translation au niveau de l'os. On ressèque la partie saillante à ce niveau-là, à la pince gauche ou à la scie oscillante. Vous voyez ici, cette résection se fait un peu trop aisément. Et la simple capsulographie va maintenir ce déplacement qui... écarteur. On reprend les parties molles à ce niveau. Donc cette partie-là peut être ou resséquée ou non resséquée selon l'importance de la saillie. La translation suffisant à corriger la saillie désagréable que les anglo-saxons appellent bugnonnette et que les Français n'appellent pas. Je n'ai jamais trouvé de terminologie française pour ce type de déformation. Donc là, vous avez simplement une mobilité un peu grande du fait du volume de la scie. Voilà. Et ce simple point maintient la translation et la correction de la déformation, et vous fermez le reste de l'élément sous-cutané et cutané. Je tiens à vous présenter par l'image les différentes pièces ancillaires. Donc, comme on l'a dit, vous avez ici différentes hauteurs de plateau. Voilà par exemple pour une prothèse de grande taille, de grand modèle, c'est les modèles en blanc. On a une hauteur de plateau ici de 16 mm par exemple, tandis qu'on aura une hauteur ici simplement de 8 mm. Ce qui veut dire qu'on pourra corriger tous les types d'enfoncement du thalamus qui existent. Ça c'était pour les hauteurs de plateau. Donc en taille, il y a en blanc les grands modèles, en noir ici les petits modèles, et vers le haut, si on peut suivre, en rouge, voilà, on a ici les petits modèles qui sont ici, donc de tailles différentes. Enfin, de l'autre côté, on peut voir de la même façon les pièces qui sont mises en place juste avant les pièces définitives, de façon à s'assurer que la mobilité sera excellente, avec ici l'équivalent de la partie astragalienne, et là l'équivalent de la partie calcanéenne, avec le jeu articulaire qu'on souhaite retrouver. Donc bien sûr, la même chose, grande taille, taille moyenne, et en rouge ici, petite taille. Voilà. Et puis les pièces ancillaires dont on aura l'occasion de reparler. Alors la position, bien sûr, péropératoire est importante, puisque on voit qu'on a disposé ici le membre inférieur en bout de table. Hein, la table d'intervention s'arrête ici, et le pied est disposé en bout de table. Le malade est donc en décubitus ventral, et vous avez les orteils qui pendent ici en bout de table, avec le talon qui est à la partie haute. Et on laisse le pied comme ça, naturellement, en légère rotation externe. La voie d'abord. Alors, les repères sont les suivants. On a ici le péroné, qui est ici, avec la coulisse des tendons courts et longs péronniers. On retrouve ici le relief du tendon d'Achille. Et la voie d'abord sera verticale entre les deux. C'est-à-dire que, véritablement, on fait une voie d'abord juste entre le tendon d'Achille et les tendons péronniers, strictement verticale, et qui vient se terminer à la face externe de la grosse tuberosité du calcanéum. Donc,
on plonge verticalement, directement, en fonction de la voie d'abord. Il existe toujours ici des veines, notamment la saphène externe, qui est assez volumineuse. Il faut prendre soin de ne pas la coaguler, mais d'en faire l'hémostase par des fils, compte tenu de son gros calibre, de son gros volume. On pince. L'élément auquel il faut faire attention, bien sûr, dans la région, on le devine ici déjà, c'est le nerf saphène externe, qui est juste ici. Alors bien sûr, ça peut être une gêne pour l'intervention, donc il faut le disséquer vers le haut, voilà le nerf qui apparaît, et le récliner tantôt vers l'avant, tantôt vers l'arrière. Ici, je pense que ce sera plutôt vers l'avant qu'on le réclinera pour la durée de l'intervention. Donc voilà, on devine ici, on voit ici le nerf saphène externe, tandis que ça, c'est la veine saphène qui est théoriquement ligaturée. Donc ensuite, une fois qu'on a repéré et libéré le nerf saphène externe, à la limite, plus rien ne nous gêne, puisqu'on peut descendre directement vers l'avant. Il n'y a théoriquement plus aucun élément noble, vasculo-nerveux, qui vient nous gêner. Alors on voit tout de suite la différence par rapport à la voie d'abord classique que tout le monde connaît de l'arthrodèse sous-astragalienne, qui est une voie d'abord antéro-externe. Bien ici, c'est un peu l'originalité également de la technique, c'est une voie d'abord postéro-externe. Ce qui veut dire qu'on est vraiment dans l'axe, ce fameux axe de Encke, qui est dirigé d'arrière en avant et de dehors en dedans, qui fait globalement 42 degrés par rapport à l'axe même du pied. Alors bien sûr ici, ce qui est un peu trompeur, c'est que ça va vite, c'est très facile, il n'y a pas eu de remaniement, il n'y a pas eu de fibrose, et vous voyez dès à présent que l'on tombe déjà sur l'articulation sous-astragalienne postérieure. La plupart du temps, ce temps est beaucoup plus laborieux. Donc vous voyez que j'ouvre avec minutie ici la capsule et le périoste, à la fois ici sur le calcanéum, sur la grosse tubérosité. Je libère bien le périoste, ça permettra de faire une bonne fermeture et de voir où on en est. Je libère également au niveau du tubercule postérieur de l'astragale, et je tombe sur un repère important que l'on trouve chaque fois, qui est le tendon du long fléchisseur du gros orteil. Alors si je mobilise, et je le fais en péropératoire, le gros orteil, voilà. On devine ici, au fond, le tendon qui remue au fur et à mesure que je bouge le gros orteil. Voilà. Il est donc interne, et pas juste en dedans des tubercules postérieurs de l'astragale. Faire bien sûr très attention de ne pas l'abîmer, le sectionner ou le couper. Donc ça c'est vers l'arrière, mais je fais également la même chose vers l'avant. C'est-à-dire que je libère parfaitement ici la face externe de l'astragale et du calcanéum. Je passe donc ici entre l'astragale et le péroné. Alors ici c'est pas le cas, mais bien souvent dans les séquelles de fracture du calcanéum, il existe, en plus de l'enfoncement, un effet d'impaction et d'éclatement latéral du calcanéum, avec donc de multiples ostéophytes qui viennent blesser la face interne articulaire du péroné. Il convient donc, dans un premier temps, de faire la toilette articulaire, de faire le nettoyage à ce niveau. Alors, on utilise pour cela des pinces-gouges, et on enlève, voilà, ici j'ai pas grand chose à enlever, mais j'enlève au fur et à mesure les ostéophytes qu'on voit bien sur les scanners préopératoires et qui viennent s'intercaler entre l'astragale, le calcanéum et le péroné, et qui sont à l'origine de douleurs très fréquentes et très gênantes. Si je vois des ostéophytes, j'en fais la résection également un peu partout. L'exploration permet donc de retrouver ici la face, la partie postérieure et inférieure du tibia, avec l'articulation de la cheville, qui était ouverte bien entendu, mais c'est nécessaire. Ici on voit la queue de l'astragale avec la surface articulaire en regard du tibia, et ici la surface articulaire en regard du calcanéum. Et enfin ici on a le calcanéum avec le thalamus, qui bien sûr dans ces conditions est tout à fait relevé.
Et la surface sous astragale postérieure, voilà, j'ouvre et je pénètre ici mes ciseaux à l'intérieur. C'est donc à ce niveau que la prothèse sera mise en place. Quand il n'y a pas d'enfoncement, eh bien, on fait une ostéotomie du thalamus strictement horizontale. C'est-à-dire qu'on se repère par rapport à la plante du pied, le marteau est parallèle à la plante du pied et oblique en avant et en dedans. On doit retrouver une résection osseuse qui est une forme de trapèze finalement, hein, c'est-à-dire épaisse en arrière, en dehors, et très fine en avant et en dedans. On termine, parce qu'il reste de la capsule en avant bien sûr, avec les ciseaux. Et voilà, on retrouve effectivement le thalamus dont on a fait l'ostéotomie ici. Bon, il y a une petite fracture mais qui n'est pas bien grave, avec un versant postérieur très épais, tandis qu'on arrive juste au ras du cartilage en avant. C'est tout à fait normal, puisqu'on a fait une ostéotomie strictement horizontale. Ici également, on va pratiquer une ostéotomie pour permettre la mise en place de la prothèse. Cette fois-ci, l'ostéotomie sera oblique, mais en fait, on restera franchement parallèle et tangent plutôt à l'astragale. Alors l'astragale est intacte, donc ce temps n'est pas bien difficile. Voilà, je progresse toujours. Voilà, on voit apparaître maintenant la surface inférieure de l'astragale dont j'ai fait la résection. Normalement, on va voir apparaître en avant, qui se tend, le ligament en haie. Dans ces conditions, c'est vrai que tant que le ligament en haie existe et sain et de bonne qualité, on ne peut pas voir l'articulation sous-astragalienne antérieure, parce qu'entre les deux, c'est ce qu'on appelle le sinus du tarse, où passe le ligament en haie, et qui sépare les deux surfaces articulaires. Voilà, et on doit voir apparaître au fond, entre l'astragale et le calcanéum, le ligament en haie. Voilà, la prothèse ici, la pièce ancillaire, je veux dire, qui pénètre correctement dans ce logement. Alors j'ai mis un plateau de 8, on peut parfaitement ici essayer de mettre un plateau de 10 pour voir ce que ça donne, de façon à rabaisser au maximum la grosse tubérosité vers le bas. Donc, je vais essayer le plateau de 10. Toujours le même volume, hein, grande taille, et plateau de 10. Alors il pénètre avec un peu plus de difficulté, ce qui est normal, mais par contre, j'ai l'impression qu'on a un meilleur abaissement de la grosse tubérosité. Donc voilà, la prothèse en place. Il faut également tester si on conserve bien une flexion dorsale du pied, ce qui est bien sûr nécessaire pour la fin du pas. Et là, on a une flexion qui est correcte. Il faut bien maintenir la prothèse ancillaire en place parce qu'elle a tendance à être expulsée, évidemment, puisqu'elle n'est pas cimentée ni manivellée à ce moment-là. Voilà, donc on choisira ce type de prothèse. Grande taille, plateau de 10. Alors, avant de la mettre en place, il faut préparer son logement. En effet, les surfaces, disons, en contact avec l'os des deux pièces prothétiques présente un petit bouton, un peu comme les boucliers rotuliens, et c'est ce petit bouton qui va venir se loger dans son trou, dans l'os correspondant, et qui sera cimenté. Donc il faut à la curette faire deux trous à ce niveau-là. Il faut commencer par faire un trou en plein milieu de la résection osseuse de l'astragale. Donc là, c'est la curette, parce que l'endroit est exigu, et il n'y a pas la possibilité d'utiliser un moteur ou un quelconque matériel ancillaire. Voilà, donc je fais ma résection au fur et à mesure. Pas peur de la faire un peu large, de toute façon ce sera cimenté. Voilà, je progresse. Et le trou doit être suffisamment vaste pour accueillir le bouton. Je regarde où j'en suis.
Voilà, encore un petit peu. Là, on voit le bouton qui commence à rentrer dans sa bonne position. Par contre, le plateau n'est pas encore en contact avec l'os, ce qui veut dire que je ne suis pas assez profond. Ça y est, ça commence à être correct, c'est-à-dire que le bouton est en place et la prothèse est bien appliquée sur l'astragale. Donc, on a fait une résection suffisante. Maintenant, on va faire bien sûr la même opération en bas sur le calcanéum. Alors la différence, c'est pour permettre ensuite la mise en place de la prothèse, on verra qu'elle se fait avec tout de même quelques difficultés. Et bien là, on ne se contente pas de faire un trou pour le bouton, mais on fait carrément un passage, de façon à pouvoir le glisser. Alors on utilise pour ça un ciseau gouge, et qui viendra se terminer exactement au niveau du trou du bouton. On peut conserver la carotte osseuse qui est prélevée, qu'on peut remettre en place après le scellement de la prothèse. Voilà. On fait donc une véritable tranchée ici. Voilà. Toujours en axe. Alors il importe bien sûr que les deux trous d'ancrage soient l'un en face de l'autre. Donc on peut les faire un peu plus grands. Alors j'essaye. C'est le même modèle bien sûr. Là c'est. Voilà, et déjà on s'aperçoit qu'on est pas mal. On peut aller peut-être un peu plus en profondeur vers le ligament. Ouais. Bien, alors il sera peut-être nécessaire de faire encore une petite retouche, mais on va essayer déjà une pièce d'essai. Donc je nettoie bien. Alors voilà, je résume en 2 mots. On a eu notre résection osseuse, on a préparé le logement du bouton en haut dans l'astragale, et on a fait une tranchée en bas dans le calcanéum. Et elles sont à peu près l'une en face de l'autre. Voilà, je peux peut-être encore progresser un petit peu. Un nettoyage vraiment soigneux, éviter de laisser bien sûr des fragments osseux incarcérés. Bien, alors je passe aux pièces d'essai. On a décidé que ce serait un plateau de 10. Donc en haut c'est toujours la même pièce, quelle que soit, quand c'est une prothèse grande taille, quelle que soit la hauteur du plateau. C'est une pièce d'épaisseur ici de 2 mm. Et en bas on a un plateau de 10. Alors je mets en place la prothèse d'essai. Je commence par la partie du haut astragalienne. Ah, il faut faire une petite résection aussi en plus pour laisser passer la tige. Voilà, donc ici on a la partie du haut qui est quasiment en place, si ce n'est cette petite tige là qui porte la prothèse. Voilà. Bien, on peut considérer qu'elle est en place. Et maintenant je vais glisser celle du bas dans la même position. Voilà. Alors ici, on devine donc la prothèse quasiment en place. On pourra creuser un peu plus pour celle du bas par contre, et avec les deux surfaces qui se font contact l'une par rapport à l'autre. Voilà, je relâche l'écarteur un petit peu. Bon, donc notre prothèse ici est en place, avec les deux plateaux. Et maintenant, eh bien, on peut passer à la prothèse définitive et au cimentage, tout simplement. La pièce astragalienne. Alors, on voit qu'elle est concave vers le bas. Sa face ici en contact avec l'os, d'une part est striée pour une meilleure adhérence du ciment, et d'autre part présente un petit bouton donc qui va être cimenté. Voilà. Et ici on a la face
articulaire, on peut dire, en contact avec l'autre surface articulaire prothétique, qui est polie bien sûr. Alors, c'est un segment de cône, c'est-à-dire qu'on a ici un grand rayon et on a ici un petit rayon. Et enfin, elle est asymétrique, ce qui correspond vraiment ici au côté droit, avec un sommet du cône qui est excentré sur le côté. La pièce calcanienne est symétrique, c'est-à-dire que la face inférieure est strictement la même, avec ce bouton et avec les lignes striées. Et ici, on a une surface plane qui va recevoir le bouclier en polyéthylène. Donc c'est un petit peu le principe de toutes les prothèses. On a des boucliers de différentes épaisseurs. Donc là, on a choisi un bouclier droit, évidemment, grande taille et d'épaisseur de 10. Voilà, on devine ici 10 mm d'épaisseur. Alors, ce bouclier vient se glisser en place, ici, dans la prothèse. Voilà. Et on peut venir ici le bloquer. Voilà, ça va. Oui. Ouais. C'est juste que ça tient. Voilà, c'est ça. Voilà, donc là, la prothèse a été bloquée par le petit plomb. Alors ensuite, les prothèses, avant de les mettre en place, on les visse sur 2 tiges en forme de T, que voilà, et on voit donc que le vissage se fait ici dans le petit plomb. Voilà. Donc on a vissé la partie du bas et la même chose bien sûr pour la partie du haut. Alors le vissage se fait ici du grand côté évidemment, le petit côté va en profondeur. Voilà le vissage. Et on peut d'ailleurs voir la prothèse une fois qu'elle sera en place. Voilà donc les 2 segments de cône et voilà le mouvement. Alors c'est un mouvement, je l'exagère, mais c'est un mouvement qui se fait, voilà, comme ça, avec une rotation bien sûr, autour de l'axe. C'est pas simplement un mouvement transversal. Non, c'est vraiment, voilà, l'axe diverge à chaque fois. Voilà le mouvement qu'on doit obtenir. Là, on voit bien ici le ligament en avant. Si jamais on ouvre le ligament en on pourra percevoir la surface sous-astragalienne antérieure. Normalement, on cimente. On met en place le ciment dans le trou du haut, dans le trou du bas, en même temps, et on met en place le ciment sur la prothèse. On commence toujours par celle du haut, qui vient ici et qui est cimentée. Et avant que le ciment, bien sûr, ait le temps de prendre, pour qu'elle s'adapte parfaitement l'une à l'autre, on glisse tout de suite la prothèse du bas. Vous faites une vérification de rapporteur. Et alors voilà, de façon à être sûr de notre angle à 40 degrés, on a aussi un rapporteur d'angle qu'on utilise comme ça, qu'on glisse à 40 degrés, qu'on place le long du bord externe du pied et nos tiges ici doivent être parallèles. Tenez le rapporteur plutôt. Voilà, alors comme c'est pas cimenté, la prothèse a tendance à filer évidemment, il y a une pression importante qui s'exerce. Voilà, tournez le pied comme ça pour bien voir. Et ici, la prothèse est en place. Donc une fois que le ciment est pris, on retire, on dévisse les 2 T et la mise en place de la prothèse est terminée. Donc la fermeture se fait plan par plan évidemment, avec un bon plan capsulo-périosté profond sur un redond, et puis ensuite éventuellement 1 ou 2 points de soupeau et le plan cutané.